Bonsoir à tous. Alors, on va mettre tout ça en place. Alors, mon PowerPoint est là. J'espère que vous m'entendez tous bien. Je vais juste me déplacer, hop, ici. Le diaporama. Voilà. Alors, le sujet ce soir, attendez, j'essaie de diminuer un peu la taille de fenêtre, sinon, voilà, ok. Donc, le sujet de ce soir, c'est le stress. Stress quand il nous tient. Nous sommes tous concernés. On entend beaucoup parler depuis toujours, ces derniers temps en particulier. Donc, première chose que je vais vous demander, est-ce que vous êtes stressé? La réponse est oui. Nous sommes tous stressés, mais à des degrés différents. Ce que nous allons voir au cours de ce webinaire ce soir, pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus de quoi il s'agit et comment ça se fait que nous sommes tous stressés à des degrés différents. Alors, stress, donc d'abord la définition, ça vient du nom latin stringere, ça veut dire serré. C'est quelque chose de normal, de physiologique. C'est une réponse de l'organisme à quelque chose qui le dérange dans son équilibre, qu'on appelle l'homéostasie. Et donc, c'est tout un ensemble de réactions biologiques, psychiques, physiologiques qui sont mises en place pour s'adapter à ce stress, à cette mise en tension pour retrouver un nouvel équilibre. Nous, aujourd'hui, commençons à comprendre que ce stress, il n'est pas tout à fait anodin, même s'il est tout à fait physiologique et fait partie de notre vie, parce que s'il est mal maîtrisé ou qu'il nous dépasse, il peut être à l'origine de nombreuses maladies et qu'on appelle aujourd'hui les maladies de société, maladies de civilisation, qui posent beaucoup de problèmes. Souvent, quand on parle du stress, ça a une connotation négative parce qu'on l'associe à mal-être. On a l'impression qu'on ne le maîtrise pas, qu'il nous domine, alors qu'il faut avoir en tête qu'à la base, si la nature a prévu cette réaction à quelque chose qui la dérange, c'est tout à fait physiologique et c'est un mécanisme de notre survie. Ça nous permet de nous adapter à tout changement qui se produit. On mobilise le maximum de ressources pour s'adapter à la situation et il faut le retourner dans le bon sens pour en sortir encore plus fort, comme par exemple dans une compétition sportive ou en préparant un examen, pour qu'on puisse le dominer. Et donc ça, c'est du bon stress. Alors, comment ça marche le stress? Le bon stress, mauvais stress, trop ou pas assez. Mais le stress en soi, c'est une réaction normale. Mais maintenant, comment ça se fait que nous réagissons à ce stress de façon différente face au même événement, par exemple? Donc, nous allons voir ensemble cette mécanique que la nature a mis en place pour faire face à des menaces, à des événements qui se produisent tout au long de notre vie. Donc, face à une situation stressante, une menace quelconque, si nous apercevons un danger dans notre rétroviseur, le corps tout de suite produit de l'adrénaline, ce qui fait que notre pouls s'accélère, nos pupilles se dilatent, le cœur s'accélère, nous transpirons, nous nous contractons, nous respirons plus fort, nous préparons pour éviter ces dangers, pour survivre. Ça, c'était mis en place tout au long de l'évolution. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait physiologique. Ça s'appelle le stress aigu. C'est une réponse de l'organisme de survie, donc fuir ou combattre pour éviter le danger.
Vous voyez ici, je vous ai fait un petit graphique. Donc, dès qu'on perçoit une menace, attention, la survie est en danger. Donc, notre cerveau ancestral, le cerveau reptile, bing, il a reçu le signal d'alerte et tout de suite, il y a la réponse, sécrétion de l'adrénaline. Ça se passe par un système nerveux qu'on appelle sympathique, qui est tout à fait autonome, qui ne dépend pas de notre volonté, ça se passe en dehors de notre conscience. C'est l'organisme qui gère ça, c'est au fond de notre cerveau ancestral reptilien, pour préparer l'action, fuir ou attaquer. Ouf, la menace est passée, le niveau de la tension descend, l'adrénaline diminue, donc le niveau de ton système sympathique n'est plus activé. Ça passe maintenant au niveau du système parasympathique qui conditionne la détente et la récupération après ce stress. Donc, la vie est faite de cette alternation de stimulus détente, alerte détente. Donc, vous voyez le syndrome sympathique, dès qu'on aperçoit une menace qui se met en activité, qui nous motive pour notre survie de fuir ou affronter le danger. Une fois ça s'est apaisé, donc il y a le système parasympathique qui prend le relais, que notre corps puisse récupérer après cette activité, et c'est tout à fait physiologique, ça fait partie de notre vie, comme respirer, comme manger, etc. Donc là, jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Et si cette situation d'alarme persiste, qui dure dans le temps, la nature a déjà prévu ça. Donc, elle a prévu qu'il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place, donc qu'on appelle le mécanisme d'adaptation au stress. Donc, il y a d'autres substances, d'autres hormones qui rentrent en jeu. Donc, il y a les deux systèmes sympathiques et parasympathiques qui sont quand même mobilisés. Et on fait face à ces dangers. Donc, entre autres, là, il y a la cortisol, une autre hormone du stress qui commence à être sécrétée par l'organisme et qui nous permet de nous adapter à ce stress qui dure un peu plus longtemps que la seule durée d'adrénaline qui pourrait y faire face pour que nous ne soyons pas à court du carburant. Mais si dans le temps, c'est vraiment trop long, nos défenses d'adaptation à ce stress se trouvent effondrées, vraiment plus de jus, et là c'est la catastrophe. On n'a plus de moyens d'adaptation et de défense contre le stress. Et dans notre vie quotidienne, nous n'avons pas forcément le temps de récupérer d'un épisode de stress à l'autre parce qu'elle s'enchaîne au fil de la journée. Nous apprenons une mauvaise nouvelle, une deuxième mauvaise nouvelle, et nous sommes tout le temps stressés, et le niveau de stress monte, et nous n'avons jamais de temps pour récupérer, pour faire la phase de récupération. Et beaucoup plus facilement dans notre société stressante aujourd'hui, quand nous avons épuisé nos capacités d'adaptation, nous arrivons malheureusement souvent à l'effondrement de ces défenses. Donc, pour vous visualiser, la première réponse de l'organisme au stress, c'est la sécrétion d'adrénaline. Ding, c'est le bolus, que les yeux s'ouvrent, que le cœur s'emballe. Ça peut être un bon ou mauvais stimuli. C'est la même réponse, elle est automatique. Et si le stimuli dure, ça passe donc par le signaling dans l'autre partie du cerveau qu'on appelle le cerveau limbique, hypothalamus, hypophyse, qui a tout un signaling de sécrétion d'hormones, du cortisol, qui prend le relais, qui assure la survie de notre organisme. Vous voyez ? Donc, ce cortisol, c'est quoi cette hormone? On entend beaucoup parler. Là, je ne vois plus rien. Donc, le cortisol qui est sécrété par des glandes surrénales, c'est des petits chapeaux qui sont posés sur les reins. Et après la stimulation par le cerveau, et ça fait partie de groupes d'hormones qu'on appelle les glucostéroïdes. Gluco, ça veut dire quoi? Que sa première action, c'est d'augmenter
le niveau de glucose dans le sang, la glycémie. Et ça permet de mobiliser les réserves énergétiques pour fournir au corps de l'énergie dont il a besoin pour pallier au stress. S'il doit courir beaucoup plus longtemps, ben, il ne faut pas que les muscles manquent du carburant. Donc, on mobilise les réserves pour fournir de l'énergie ce qu'il faut. Mais il a d'autres aussi actions qui sont aussi en lien avec le stress. Il augmente les sécrétions du sucre gastrique, donc on a plus faim, on mange plus. De façon, si ça dure, donc augmente également la pression artérielle pour faire pomper plus de sang, plus d'oxygène aux tissus qui en ont besoin. Et ça mobilise donc au niveau du foie, ça c'est pour fabriquer du glucose. Et au niveau des poumons, donc pallier à la respiration aussi pour l'oxygénation des tissus. Si le stress dure dans le temps, pendant des mois, des années, on arrive à des situations qu'on appelle les états de hypercortisolémie relative, fonctionnelle, parce qu'elles sont provoquées pas par une maladie, mais par ce stress chronique que vous avez vu tout à l'heure sur la courbe qui s'accumule, qu'on n'a jamais de la phase de détente, on ajoute déjà, on était un petit peu stressé, on n'était pas à niveau zéro, on a rajouté notre stress, et ce qui fait que nous sommes tout le temps en état de veille, en état de perception de danger et que nous devions nous défendre. Donc, son premier rôle, c'est la résistance au stress, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, donc on n'a plus de résistance. Deuxièmement, c'est néoglucogénèse, donc fabriquer et fournir du sucre au tissu, mais si ça perdure, ça peut augmenter le sucre de façon durable dans le sang, avec alimentation déséquilibrée, ça peut provoquer donc, le diabète et une prise du poids, parce que le sucre qui est mobilisé dans notre organisme et que nous ne dépensons pas, puisque nous ne pourrons pas, nous avons juste perception de ce danger qui fait qu'il y a plein de cortisol, eh bien, ce sucre, s'il n'a pas été utilisé, ben, il est stocké, il est transformé en graisse. Et donc, ça se dépose un peu partout dans le corps. L'augmentation de sécrétion gastrique, ben, ça peut donner des ulcères d'estomac. Si la tension artérielle est élevée tout le temps, donc on peut avoir des maladies cardiovasculaires. Ça provoque également des problèmes ostéo-articulaires puisque on va chercher l'énergie où on peut et en même temps les os sont décalcifiés par l'action du cortisol, les tendons s'amincissent, donc on peut se blesser souvent quand on fait de l'activité physique, on ne comprend pas deux fois pourquoi au moindre footing on revient avec des douleurs partout. Ça peut être simplement stress chronique avec trop de cortisol. Au niveau du système nerveux, ça fait aussi pas mal du dégât parce que le cerveau qui est soumis tout le temps à cette présence du cortisol, ça peut conduire à des troubles cognitifs, donc maladie d'Alzheimer par exemple, dépression qui sera résistante aux médicaments, augmentation de l'appétit pour pallier au rôle physiologique du cortisol qui nous appelle à avoir de plus en plus d'énergie. Et ça, c'est quand même pas trop mal, la diminution de la douleur. L'action du cortisol sur le système immunitaire est aussi très importante parce que ça diminue l'immunité. Donc, ça veut dire que comme on est dans l'urgence, dans le stress, on gère l'urgent. Donc, le reste est mis de côté. Donc, le côté inflammation, ce n'est pas prioritaire pour l'organisme. D'abord, on s'extirpe du danger et on verra pour l'inflammation ensuite. Mais si ça perdure dans le temps, la baisse de l'immunité, ça peut être fatal. Voilà le topo. Et donc, une fois nous avons eu un stimuli du stress où il y avait l'adrénaline qui a été sécrétée par notre cerveau reptilien archaïque, système autonome, que l'hypothalamus et le système limbique ont pris le relais. Cette information arrive ensuite dans notre cortex frontal qui est spécifique à notre espèce. Et nous réalisons qu'il y a un danger qui a été mis en place. Et puis, donc, nous prenons conscience
Et il y a un rétrocontrôle qui s'est fait, savoir est-ce qu'on continue de fuir ou on peut s'arrêter. Si nous trouvons que le danger, la menace n'était pas suffisante parce que ce que nous avons aperçu dans notre rétroviseur, que ce n'était pas un dinosaure, mais c'était juste notre fils qui a mis un masque sur la tête, pof, on arrête d'avoir peur et puis hop, c'est passé, le niveau de stress redescend. Donc, ça veut dire qu'il y a une cohérence par rapport à notre première réaction et ce que le cerveau avait réalisé, on arrête. Si on trouve qu'il y a une incohérence, que la situation que nous avons analysée elle n'est pas optimale, eh bien, on va continuer de vivre dans le stress. Et là où on arrive au problème du stress chronique. Donc, c'est ni fuir ni combattre, mais c'est le stress chronique que dans notre vie nous pose le problème. Nous ne pouvons pas, hein, évidemment, frapper notre patron qui nous embête. Donc, en résumé, comment, de façon chronologique, la nature a prévu le fonctionnement des médiateurs du stress. Donc, en phase d'alarme, on voit c'est l'adrénaline qui monte tout de suite, mais ça ne dure pas, elle redescend assez rapidement. Le cortisol monte lentement, lentement, donc il est vraiment très élevé à la fin pour mobiliser le maximum d'énergie pour pallier au danger, avant de s'effondrer. Là, quand il n'y a plus de cortisol, c'est le burn-out. Souvent, chez les patients dépressifs, on peut trouver les taux de cortisol élevés puisqu'ils mobilisent vraiment toute l'énergie, toute leur défense pour se mobiliser contre la menace qu'ils perçoivent. En tout cas, que leur cerveau leur ordonne d'être sur l'air défensif. Mais après, on a des mécanismes aussi d'adaptation au stress. Il y a de la sérotonine, qui est l'hormone de la sérénité, qui permet de prendre un petit peu du recul et permet de juguler ces jeux d'hormones entre le cortisol, l'adrénaline, pour nous apaiser, pour que nous puissions quand même dormir la nuit. Et DHEA aussi, ça c'est une hormone qui va de pair avec le cortisol, puisque c'est l'hormone qui est sécrétée également par les surrénales. Et ça peut être aussi une baisse, un signe d'épuisement de nos réserves de défense face au stress. Et le magnésium, très important parce que pendant le stress, l'expression rénale du stress augmente. Le stress, le cortisol provoque aussi l'acidification de l'organisme. C'est pour ça qu'on pompe dans les tampons des os pour contrebalancer l'acidification. Et donc, les besoins en magnésium sont augmentés. Si nous n'avons pas beaucoup de magnésium, les réactions du stress peuvent être exacerbées et notre cerveau ne peut pas bien réagir et nous pouvons aussi sentir un mal-être si ça se produit. Voilà. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est de parler de notre microbiote. C'est notre ami. Le cerveau communique avec l'intestin. C'est un dialogue à double sens. Nos bactéries, qui ont 5 milliards d'années, elles ont été là avant nous. Elles ont gardé leur métabolisme ancestral. Et on ne sait pas si c'est nous qui nous sommes adaptés à leur fonctionnement ou c'est elles qui se sont adaptées à nous. Ceci dit qu'on vit ensemble en paix et l'état de nos bactéries dans l'intestin influe directement sur notre humeur. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, par exemple, greffer la flore intestinale des souris stressées à des souris calmes, et bien, ça les rendait stressées. Et le contraire, quand on prenait les bactéries de l'intestin, on les transplantait chez les souris agitées, ça les calmait. Donc, il y a une relation évidente. Nos bactéries, elles veulent notre bonheur.
les bactéries dans l'intestin, elles ont besoin pour leur bien-être que nous soyons bien. Si nous nous sommes bien, les bactéries, elles peuvent profiter au maximum de tout ce que nous mangeons, vivre en paix et en équilibre. Donc, c'est dans leur intérêt que nous soyons de bonhomme, que nous ne soyons pas stressés. Elles perçoivent le moindre changement dans notre humeur, c'est perçu. Il y a des voies de communication avec le cerveau directement. Donc, mais on ne sait pas si c'est nous qui sommes stressés que ça arrive aux bactéries ou si les bactéries ne sont pas optimales, notre cerveau perçoit ça directement. Mais même si nous sommes stressés, il suffit que nous avons plus de sucre gastrique, les selles biliaires de la vésicule ne sont pas sécrétées correctement, nous avons une colique, l'intestin qui se contracte, les bactéries le perçoivent ça immédiatement. Les qualités de la nourriture qu'elles reçoivent n'est pas le même. Donc, elles font tout leur possible pour nous aider de vivre mieux notre stress, pour l'apaiser au maximum. Elles sécrètent tous les neurotransmetteurs de la sérotonine, 95% de sérotonine, donc l'hormone de la sérénité, est sécrétée dans l'intestin par nos bactéries. Donc ça, vraiment, c'est vraiment très important de l'avoir en tête, que notre intestin, il nous veut du bien, de vivre en paix avec nos bactéries intestinales en leur donnant tout dont elles ont besoin. Et voilà, donc stress chronique, dans notre vie moderne, c'est quelque chose qui nous préoccupe tous et qui peut avoir pour la survie des conséquences physiques, psychologiques, même sociales et organisationnelles. Donc, les personnes qui le vivent mal, tout le monde s'en aperçoivent et elles ont des problèmes de communication. Donc, au niveau des conséquences physiques, donc la personne qui est stressée de façon chronique, donc en dehors de même moite, les palpitations, etc., comme elle est tout le temps sous tension, il y a les douleurs musculaires qui apparaissent, des maux de tête, des douleurs articulaires, on peut avoir des coliques, ça déjà je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à communication avec le cerveau, voie système parasympathique, le nerf vague. Ça peut engendrer évidemment le trouble de mémoire parce que nous sommes préoccupés par autre chose. Le cerveau est occupé à gérer tout le temps le stress, le trouble de la concentration, irritabilité. Ben oui, il n'y a plus de sérotonine, nous ne sommes pas bien. Le cortisol, il empêche la synthèse de neurotransmetteurs dans le cerveau. Évidemment, il y a le retentissement sur la libido, mais il y a le stress lié par un facteur environnemental quelconque de façon chronique. Ça crée du stress au niveau de chaque cellule. Et chaque cellule de notre organisme qui est stressée, elle fait quoi? Ben, elle fait ce qu'on appelle le stress oxydatif, qui résulte en quantité de radicaux libres. Donc, on vieillit plus vite. Les problèmes métaboliques, donc déjà, je vous ai parlé tout à l'heure de l'obésité, du diabète, des problèmes vasculaires, donc hypertension, le risque d'AVC augmenté. Si nos défenses immunitaires sont diminuées, le risque des cancers est augmenté. Le risque des maladies inflammatoires, des infections. Donc, c'est très important, il faut l'avoir en tête, que les conséquences du stress chronique ne sont pas bonnes pour nous du tout. Et puis, donc, les conséquences psychologiques. Donc, au niveau des conséquences psychologiques, je vais l'enlever parce que je ne vois rien. C'est principalement, on le voit au niveau de troubles du comportement et au niveau de nos émotions. Les personnes stressées, donc, elles cherchent les comportements pour pallier à leur stress, pour trouver un apaisement. Donc, certaines personnes vont chercher dans la consommation d'alcool, du tabac, les envies sucrées, les envies du chocolat. C'est de l'automédication qu'on cherche. On cherche d'éviter au maximum, baisser ce niveau du stress comme on peut. On peut avoir même les comportements autodestructeurs. On peut
réfugiés dans le travail. Mais comme on est stressé, on est tout le temps en veille, on n'arrive pas à éteindre la lumière, on n'arrive pas à dormir. On a tout le temps préoccupation sur notre avenir et pourtant nous n'arrivons pas à avancer. Troubles de l'humeur, altération du jugement, tendance à l'hypochondrie. Et voilà, ça c'est le plus important. Sur le plan émotionnel, là, les hommes et les femmes ne sont pas tout à fait pareils. Donc, chez les femmes, ça sera plutôt une rumination, les difficultés de concentration. Il y aura plus d'agitation hein, quand elles sont, enfin, moi aussi, au niveau du stress, quand on a du mal à gérer, on trouve un comportement, on fait le ménage pour se calmer. Les hommes sont plus volontiers agressifs, ils ont des conduites addictives, mais aussi il y a une fatigue émotionnelle, on n'a plus envie de faire des choses, la tête vide, hyperactivité, donc on est à fleur de peau, rien nous agace, nous se sentons fébriles et vraiment sous tension, pas bien. Et on arrive, les conséquences au niveau de la société, eh bien, ça veut dire que la personne stressée, elle est vraiment pas bien. Il n'y a plus d'intérêt pour le travail, elle ne cherche pas le contact avec les autres personnes, elle cherche plutôt à s'isoler. L'efficacité au travail empathie parce que comme elle rumine beaucoup, le travail n'avance pas et pourtant elle se sent tout le temps sous tension, commence un petit peu à s'absenter. Les personnes sont mal dans leur peau et ça se ressent aussi au niveau de les relations du travail. Donc, il y avait une augmentation des conflits avec le patron ou les collègues du travail. Donc, c'est important d'avoir ça en tête parce que de temps en temps, on voit les personnes comme ça autour de nous. Et je pense qu'il est important de s'intéresser à ces personnes, de leur tendre la main. Et même si peut-être quelqu'un de vous qui est dans cette situation, il ne faut pas hésiter s'arrêter, de consulter un professionnel, de se prendre en charge. Ne restez là parce que l'étape suivante, c'est le burn-out. Et là, tout s'effondre. Eh bien, alors maintenant, comment on va faire quand on a identifié comment ça fonctionne et les dégâts que le stress chronique mal géré peut provoquer? Ben, comment en sortir et aller mieux? Ben, le meilleur moyen, c'est de prévenir. Ben, donc, savoir s'organiser dans notre travail, savoir dire non si on nous demande de faire trop de choses, de gérer les priorités, savoir ce qui est urgent, ce qui peut attendre. Donc, comme ça nous repositionne un petit peu au niveau de notre travail, faire une liste de choses qui stressent, essayer de les identifier. Est-ce que c'est le téléphone qui est posé à côté de nous, qui nous envoie des notifications toutes les 2 minutes, à moindre fait divers qui s'est produit dans le monde? Donc, prévoir aussi les situations qui peuvent être stressantes pour se préparer. Ben, avoir un sens dans la vie, mais avoir du recul en cas de problème et s'intéresser à son mode de vie. Donc, ça veut dire il faut un petit prendre du recul, se poser la question et voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me stresse, comment m'organiser au mieux. Et ça se résume en un seul mot, décompresser. Mais comment? Alors, être à l'écoute de ses émotions. Est-ce que je suis à fleur de peau? Est-ce que je suis agitée, agressive, en colère, triste? Comment je me situe déjà par rapport à ces émotions? Qu'est-ce qui me rend nerveux? Et ne pas hésiter d'aller consulter un professionnel. Je suis sûre qu'il pourra vous aider. Après, il y a les gestes tout simples anti-stress que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je trouve ça génial. Donc, n'hésitez pas à vous étirer dans la journée. C'est fantastique, il faut le faire à peu près toutes les heures.
Ça nous permet de décontracter les muscles au niveau du dos, les muscles postérieurs. C'est un réflexe archaïque depuis des animaux. Vous avez vu, les petits chats, quand ils s'étirent, ils ne sont jamais stressés. Donc, nous devrions prendre l'exemple et de faire pareil. C'est un geste fabuleux. Je l'adore. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'adore, je fais tout le temps. Puis, se relaxer physiquement. Donc, savoir lâcher prise. On peut faire les séances de relaxation, même dans son lit, 5 minutes le soir avant de se coucher ou dans la journée sur les créneaux du temps dédiés, savoir faire une pause. Donc, le mieux, c'est de contracter le corps pendant un petit instant, puis hop, tout lâcher et faire ça plusieurs fois, se centrer un peu sur sa respiration pour être à l'écoute de son corps, de ses émotions, comment nous nous sentons, dans quel état nous sommes. Un massage anti-stress aussi, hein, c'est pas mal. Hein, donc ça nous fait prendre conscience de notre corps. Il y a d'autres techniques de relaxation ancestrale basées sur la médecine traditionnelle chinoise qui sont aussi conseillées. Donc c'est Qigong, Tai Chi, le yoga, c'est génial. Tous les matins, quand on s'élève pour dire bonjour au soleil, pour avec une grande respiration commencer une bonne journée, déjà, on a de la marge. Avant, on arrive au plafond de nos capacités de stress. Hop. Ensuite, savoir se détendre sur le plan émotionnel. Donc, ici, il y a des pratiques comme méditation pleine conscience, cohérence cardiaque, fabuleux, fabuleux, minimum 3 fois par jour, 5 minutes, 10 respirations. On respire à 4, on expire à 8. Si on arrive déjà à 6, c'est pas mal. Faire ça 10 fois de suite. Ça permet d'activer notre nerf vague et de nous vraiment descendre le niveau de stress. C'est le seul moyen que nous avons, en fait, pour pouvoir agir sur notre cerveau reptilien, qui, je vous rappelle, fonctionne sur le mode automatique. On n'a pas d'influence sur ses réactions. Mais là, c'est le seul moyen que nous pouvons ralentir le rythme, la tension qui nous gouverne. Gestion de notre respiration, cohérence cardiaque, c'est fabuleux. Bon, il y a aussi sophrologie, la médecine énergétique, donc rééquilibrage général de nos émotions, de notre psyché, bien comme Reiki. Aussi, homéopathie, aromathérapie, ça peut nous être utile avec quelques gouttes d'huile essentielle. Nous pouvons les mettre ici, une goutte ici au creux à la base de la main. Inspirez quelques fois profondément, gardez et relâcher. Ça permet aussi de se détendre si nous sentons vraiment trop en tension. Voilà. Et puis l'activité physique reste incontournable. Nous sommes faits pour bouger. Là, je vous ai mis une petite image avec l'activité que tout un chacun peut faire à la maison, comme nous sommes confinés. On n'a pas besoin de grand-chose pour faire quelques exercices de détente pour pouvoir bouger nos muscles. Et rien que ça, déjà, ça fait que notre niveau de cortisol peut diminuer. Ça améliore le fait que notre corps bouge, on prend conscience de son existence. Ça augmente notre estime en soi, ça améliore le bien-être. On peut avoir une meilleure relation du coup avec les autres puisque nous percevons mieux notre corps, donc nous sommes plus ouverts pour aller vers les autres. Évidemment, l'énergie est augmentée, on détend nos muscles qui sont moins en tension. Et puis, sur le coup, on se concentre sur ce qu'on fait et on oublie tous les tracas qui nous causent ces grands stress. Et le dernier, et pas le moindre, c'est de dormir. Le petit train de sommeil, le soir, il ne faut pas le rater.
Donc, le soir, dès qu'on sent qu'on a un petit peu les paupières qui tombent, un petit peu le sable dans les yeux, il ne faut pas rater le train, il faut aller se coucher. Tant pis pour le film, on éteint la télé, on éteint la tablette. Le sommeil, ça permet de descendre le niveau du cortisol, ça permet la récupération de l'organisme, ça vide le cache du cerveau selon l'expression moderne et ça nous permet de repartir de bon pied le lendemain matin. Nous récupérons en fait dans la première partie de la nuit, entre 22h et minuit. C'est la meilleure qualité du sommeil où le corps récupère le plus. C'est là où l'équilibre hormonal se fait. C'est là où nous sécrétons de l'hormone de la croissance. Même oui, nous adultes, jusqu'à notre mort, nous sécrétons l'hormone de croissance, qui est garant de notre jeunesse, si je peux dire, oui, de renouvellement cellulaire et de bon fonctionnement de l'organisme. Donc, il est vraiment important de se coucher tôt le soir pour ne pas rater ce train de sommeil qui nous fait récupérer. Après, c'est très important, ce qui était là la semaine dernière, donc que notre alimentation est cruciale. Nous sommes ce que nous mangeons. Donc, quand on est stressé, nous avons le cortisol en trop nous pousse à manger des choses que nous n'avons peut-être pas forcément envie qui ne sont pas forcément optimales pour faire face au stress, pour mieux résister. C'est plutôt gras et sucré que nous aurons envie de manger. Eh bien, l'alimentation idéale, c'est l'alimentation qui doit s'approcher le plus possible de la diète méditerranéenne parce que c'est la diète qui est variée, pleine de fruits et légumes, les céréales complètes, la viande maigre de bonne qualité, beaucoup de poissons, les épices, huile d'olive. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est important de manger bons aliments en bon moment de la journée, qu'on appelle chronoalimentation. Donc, le matin, il faut un repas protéiné qui sera plutôt pauvre en sucre. En fin de journée, des légumineuses, bananes, kiwis au goûter, avec une poignée d'amandes pour favoriser la nuit sereine. Et donc, ne pas oublier les oméga 3 sous forme d'huile de colza et de petits poissons gras qui sont abondants dans l'alimentation d'inspiration méditerranéenne. Et les fibres, évidemment, pour nourrir notre microbiote qui en raffole. Les bifidobactéries, elles raffolent de fibres. Plus il y en a, plus nous serons heureux et les bactéries seront heureuses. Elles se trouvent donc ces fibres dans les céréales complètes, les fruits et légumes que nous devrions en manger en abondance. Là, vous avez l'exemple de l'assiette, mais sur la journée, la ration de fruits et légumes doit représenter 2 poignées pleines comme ça. Donc, est-ce que tout le monde a eu sa dose aujourd'hui de fruits et légumes? La question est ouverte. Alors, sinon, il faut revoir votre menu. Hop. Pour les oméga 3, il y a le petit poisson gras, il y a l'huile de colza, l'huile d'olive, mais si nous sommes vraiment stressés, que nous en avons besoin, il y a Liquid Gold qui peut nous être d'une grande utilité pour optimiser le fonctionnement des membranes, le fonctionnement du système nerveux ou la transmission donc, des signaling dans le cerveau. C'est fait de façon plus fluide et ça améliore nettement notre humeur si nous avons en quantité suffisante. Après, pour résister au stress, nous avons les chronobiotiques. Les chronobiotiques, c'est ce qui nous permet de nous resynchroniser au cycle circadien, donc jour-nuit. Je vous ai dit tout à l'heure, bon aliment au bon moment de la journée. Mais oui, les protéines le matin, ça nous donne de l'énergie. Ça favorise la dopamine, l'adrénaline, pour avoir l'énergie, aller au-delà, pour faire ce que nous avons à faire. Le soir, nous avons besoin des sucres lents, des féculents,
pour favoriser la sérotonine et la mélatonine. Mélatonine, elle est indispensable parce que la mélatonine, quand elle augmente le soir pour que nous puissions dormir tranquillement, ça veut dire que le taux de cortisol diminue. S'il n'y a pas assez de mélatonine, le cortisol ne peut pas descendre. Et là, le sommeil n'est pas de bonne qualité. Donc, éventuellement, nous pouvons prendre à partir de 0,5 mg en comprimé avant de dormir le soir. C'est déjà, il y a l'effet. Mais ça dépend, le sommeil aussi, ça dépend de notre hygiène de vie. Si nous veillons tard, c'est surtout la lumière bleue des écrans qui n'est pas très bonne parce qu'à travers notre œil, la lumière arrive au fond de notre cerveau, ça s'appelle la glande pinéale et c'est ça notre horloge biologique. Si elle est stimulée par la lumière tard le soir, elle ne peut pas envoyer le signaling pour de la mélatonine. Et donc, forcément, nous ne dormirons pas bien, le cortisol ne pourra pas descendre, et le matin, nous réveillerons fatigués, nous n'aurons pas assez dormi, nous n'aurons pas récupéré. Donc, les aliments fonctionnels, je vous ai dit le matin des protéines. Pourquoi? Pour avoir de la tyrosine, qui est précurseur de la dopamine, de l'adrénaline, qui agit avec des cofacteurs et donc qui nous donne de l'énergie le matin pour faire ce que nous avons à faire. Fin d'après-midi, au goûter, pour avoir du tryptophane, qui est précurseur donc, de la sérotonine et de la mélatonine, pareil, qui agit avec des cofacteurs, donc les minéraux et des vitamines. Tryptophane, donc c'est le précurseur de la sérotonine, mais tout ça, ces neurotransmetteurs peuvent être empêchés d'être synthétisés par trop de cortisol. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas inutile d'en apporter. Donc au contraire, si nous sommes vraiment trop stressés, ben, c'est bien d'avoir un petit apport en complément en plus de l'alimentation. Après optimisation micronutritionnelle en vitamines et minéraux, le magnésium, déjà je vous en ai parlé tout à l'heure, pour la gestion du stress, il est élémentaire. Déjà, il permet de diminuer le tonus musculaire, donc éviter les tensions nerveuses au niveau des muscles, permet le meilleur fonctionnement du cerveau au niveau de récepteurs dans le système nerveux central. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des récepteurs GABAergiques qui sont inhibiteurs pour le cerveau. Donc, si nous sommes trop excités, ben, on a intérêt d'activer nos récepteurs GABA qui arrêtent la transmission de ces signaux. Donc, ce qu'ils font, les médicaments, tous les anxiolytiques. Des fois, on se fait aussi une automédication pour essayer d'activer ces récepteurs GABA. C'est l'alcool hein, ou les drogues qui ont la même action. Mais si on a un apport optimal en oméga 3, en magnésium, déjà notre GABA il fonctionnera beaucoup, beaucoup mieux. Nous n'aurons plus besoin de recourir aux médicaments ou à l'alcool. Le zinc aussi est intéressant puisque c'est un cofacteur de la synthèse des neurotransmetteurs, important aussi dans le système immunitaire. La vitamine D pour le système nerveux, elle est indispensable pour les cellules nerveuses. Les vitamines de groupe B, le cerveau en raffole. Pour la synthèse de tous les neurotransmetteurs, c'est indispensable. Donc ça, on trouve évidemment dans tous les fruits et légumes, hein, abondamment, dans les féculents, dans les sucres lents qui contiennent beaucoup de magnésium. Mais aussi, c'est intéressant apporter davantage avec on peut prendre même des ampoules de chlorure de magnésium avec de l'eau et on peut le boire tout au long de la journée. D'autres minéraux aussi, sélénium, fer, cuivre, manganèse, etc., qui sont aussi nécessaires pour optimiser le fonctionnement de l'organisme pour qu'il puisse faire face au stress et mieux le gérer.
la vitamine C et encore, évidemment, il y a la mélatonine, mais bon, ça, en option, ce n'est pas obligatoire. Donc, importance vraiment des fruits et légumes pour avoir tout ça dans votre assiette pour fonctionner au mieux. Mais magnésium, même si on fait très attention à notre alimentation, même si nous mangeons beaucoup de céréales complètes, des féculents, si nous sommes dans une situation de stress chronique de surcroît, ben, nos besoins en magnésium sont augmentés. Plus nous avons mal aux muscles, etc., des maux de tête, nous sommes hyper irritables, à fleur de peau, sursautant au moindre bruit, nous avons la paupière qui saute, magnésium, magnésium, magnésium. Et le chlorophylle, c'est parfait, contient de grandes quantités du magnésium, donc on peut le boire tout au long de la journée. Et il apporte aussi d'autres substances avec des antioxydants et la chlorère qui nous permet aussi de détoxifier des substances néfastes dans notre organisme, et fait que c'est vraiment une bouffée d'oxygène dans le corps. Ne pas oublier notre cher microbiote qui nous fait du bien. Vous avez compris que la qualité du microbiote conditionne notre humeur. Donc, en médecine, actuellement, on pousse jusqu'au dire que les probiotiques, certaines probiotiques, on les appelle psychobiotiques. On a identifié certaines souches qui modifient le comportement des maladies. Donc, pour la maladie, pour la dépression, c'est déjà quasi la norme. Il y a pour l'autisme aussi, maintenant la maladie Parkinson, Alzheimer, etc. On le sait que substituer avec des probiotiques, ça peut changer le cours de la maladie. Déjà, les bactéries sont ce que nous mangeons, donc donnons-leur à manger. Ce que nous leur donnons à manger, les fibres, ce sont appelées des prébiotiques. C'est la nourriture de nos bactéries. Après, éventuellement, il y a des compléments alimentaires, des probiotiques. Dans le stress, il y a certaines souches qui sont plus efficaces que d'autres. Mais les souches qui sont utiles dans le stress, nous les trouverons où? Naturellement, dans les produits lactofermentés. Donc, dans la diète méditerranéenne, nous les trouverons tout simplement dans le yaourt de chèvre ou brebis fermenté. Nous les trouverons dans les olives, dans la choucroute, bon, pas trop en France. Donc, si vous voulez vous amuser, vous pouvez faire vos produits lactofermentés au minimum, nous limiter à des olives noires à l'apéro. Alors, après, il y a les plantes qui viennent à la rescousse pour nous aider à gérer notre stress. Donc, en premier lieu, place de choix, c'est pour les adaptogènes. Rhodiola rosea, c'est la plante des traders en bourse. Ça permet de moduler le taux du cortisol dans l'organisme. C'est fabuleux. Elle est géniale cette plante, j'adore. On a aussi le safran qui a une action, on va dire, sur plusieurs niveaux pour réguler notre système nerveux. Il agit au niveau de tous les neurotransmetteurs. Il agit surtout sur la sérotonine, permet de vraiment gagner beaucoup en sérénité, noradrénaline, dopamine. Ça permet de régénérer le système nerveux central. Ça permet d'augmenter nos capacités de mémoire. Comme rhodiola, c'est très très bien. Il y a aussi le ginseng qui agit sur la fatigue émotionnelle, qui nous donne un peu d'énergie. Il y a aussi maca, il y en a d'autres, bon, ça c'est l'essentiel. Les huiles essentielles aussi sont très intéressantes dans la thérapie anti-stress. Donc, soit avec les gouttes qu'on peut prendre tout au long de la journée, ou éventuellement les huiles essentielles de lavande, de citrus, c'est l'orange, basilic ou camomille. Donc, elles ont été intégrées dans le relaxin qui, pour gérer le stress, donc c'est action synergique sur plusieurs niveaux qui nous permet
de faire face, de descendre le niveau du stress pour faire face à tout ce que nous avons à faire. Donc, il y a du tryptophane pour de la précurseur sérotonine, mélatonine, de la mélisse pour dormir mieux le soir, la lavande et du safran. Donc, c'est vraiment prendre en fin de journée 2 comprimés pour retrouver de la sérénité et de pouvoir s'apaiser et bien dormir le soir. Voilà, il y avait la mélisse, donc, qui fait partie des plantes apaisantes. Il y a également l'angélique, qui apporte de la gaieté, de la sagesse. Le safran, encore une fois, qui agit comme plante apaisante du fait de son effet sérotoninergique. Et puis, donc, notre système nerveux central ou autonome, il est sous tension tout le temps. Ça circule. Donc, les neurones ont besoin d'être bien nourris. Le corps a bien besoin de prendre soin d'eux. Il y a trop de radicaux libres qui sont synthétisés. Il y a stress oxydatif à fond. Donc, on a besoin de plantes qui permettent de lutter contre la fatigue et permettent de mieux régénérer le système, les cellules nerveuses. Donc, ici, la plante du choix, c'est le mumio. Il agit au niveau des cellules souches. Et vraiment, il permet de régénérer les cellules nerveuses vraiment. On va le trouver dans le proustique. Et nos capacités de mémoire ainsi se trouveront bien améliorées. Le promigraine, donc vous trouverez rhodiole, donc qu'on appelle orpin rose également. La grande camomille, donc elle est avec les capacités anti-inflammatoires. Pour lever toutes les tensions nerveuses et les préoccupations, donc cette inflammation latente que nous ressentons quand nous sommes stressés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a l'huile d'onagre qui est rajoutée dans les gélules pour avoir encore plus cette action anti-inflammatoire pour le cerveau en effervescence liée au stress. Alors, si nous voulons prendre mal à la racine et prendre de façon globale notre vie en main et faire le ménage pour nettoyer de tout stress oxydatif, régénérer l'organisme à fond de toutes les cellules, donc là, on pourrait conseiller du relève jour et nuit. Et puis nous voilà comme ça, pourrions avancer vers le nouvel horizon tout en équilibre et de façon zen et en confiance.